L'écologie humaine est basée sur un constat simple. Le désastre environnemental est une conséquence de la violence faite à l'être humain. Voilà pourquoi, dans ce podcast du courant pour une écologie humaine, nous valorisons les personnes qui tentent de créer des chemins de sortie de l'époque moderne. Abonnez-vous pour être alerté des prochaines actions. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Pierre Arcan. Il vient nous parler de l'élevage porcin en France, en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur Arcan, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter? J'ai aujourd'hui 75 ans. Je continue à travailler à temps plein pour des tas de choses qui sont toujours en bénévolat. Ça tourne maintenant exclusivement autour de l'agriculture, mais dans ma vie, j'ai travaillé dans les beaux-arts un petit peu. J'ai travaillé dans la maçonnerie second œuvre. J'ai travaillé dans l'informatique, j'ai travaillé dans l'automobile. Ça fait donc depuis 1995 que je me suis consacré à l'agriculture. Donc j'ai pris ma retraite, mais 2 heures après, j'ai demandé à mes enfants, à qui j'avais cédé ma place, de bien vouloir me redonner du travail pour, euh, pour continuer dans ce beau métier. Alors j'aimerais bien que vous résumiez un petit peu pour nous votre parcours en tant qu'éleveur. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à exercer cette profession? J'avais essayé déjà de m'installer en agriculture, mais on m'avait fait comprendre dans la chambre d'agriculture que n'étant pas de famille paysanne, mes parents n'étaient pas paysans, mes grands-parents, oui, mais c'était des employés de ferme. Donc, on n'avait pas de ferme à nous. Donc, on m'avait fait comprendre qu'il n'y avait pas d'avenir pour moi dans l'agriculture, puisque j'avais pas de domaine, j'avais pas de fermage, j'avais rien. Donc, on m'avait proposé de faire de l'élevage de faisans pour la chasse. Et comme je suis pas particulièrement attiré par la chasse, bah, du coup, je m'étais pas installé dans l'agriculture. J'avais emmené ma femme en voyage de noces en Espagne, et puis j'avais découvert l'élevage du cochon en Espagne, dans les grandes DSA. On avait ramené un jambon, c'était notre souvenir de mariage, caché sous le siège parce qu'il était interdit à l'époque de ramener de la charcuterie d'Espagne. Et ça a été un tel régal que j'ai dit, mais pourquoi en France on ne produit pas ça? Pourquoi en France on n'a pas des cochons élevés de cette façon? J'ai pu en 1995 réaliser mon rêve parce que je me suis aperçu en fait que des terres qui n'étaient plus agricoles parce qu'elles étaient parties dans la déprise suite, comment dire, à un manque de productivité, à la désertification aussi des campagnes après la Deuxième Guerre mondiale. Je me suis aperçu qu'on pouvait s'installer. Il suffisait d'aller voir le maire en lui disant, mais auriez-vous des surfaces? Et dans le département de l'Ain, dans ces petites montagnes, en fait, il y a encore beaucoup d'espaces qui sont aujourd'hui disponibles, qui sont abandonnés, et dans lequel, en respectant la nature, en respectant des tas de choses, on peut quand même faire quelque chose. Donc voilà, ce qui m'a inspiré, c'est de remettre le consommateur au centre du débat, le consommateur étant pas seulement un consommateur, mais un habitant de la planète, c'est-à-dire quelqu'un qui est concerné par toute l'activité agricole en général, par la pollution qu'elle peut représenter, par les produits qu'on lui donne à manger. Alors le sujet qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est l'association dans laquelle vous êtes engagé. Est-ce que vous voulez bien en faire la présentation? L'association Diversité porcine Auvergne-Rhône-Alpes a été créée par quelqu'un qui s'appelle Antoine Marzio, qui est un agroéconomiste. C'est pas quelqu'un qui n'a pas de compétences dans le porc, mais il a pris conscience, il s'était intéressé au foie gras dans sa vie, il s'était intéressé à la volaille. Il avait également travaillé un peu dans le porc, mais uniquement dans des réflexions économiques. Et donc, il a monté cette association, Diversité porcine, et puis un jour, j'ai reçu une invitation à participer donc, à une petite conférence donc, qui présentait, et j'y étais, c'était en 2018. Et j'ai pris conscience qu'on allait encore retomber dans les mêmes errances. C'est-à-dire le revenu de l'agriculteur, c'était pas trop le sujet. L'intérêt, le plaisir du consommateur, c'était pas trop le sujet. Le bien-être animal, on pouvait éventuellement s'en passer. Ce qui comptait, c'était simplement de dire, voilà, on a recréé une race parce qu'Antoine Marzio s'était aperçu, c'était assez facile de le voir, que les races avaient tellement été sélectionnées, qu'il y avait de telles performances qu'en fait, il restait très peu de races. Il restait, on pourrait dire, en gros, une dizaine de races en France, alors qu'avant, c'était énorme le nombre de races qu'il y avait au XIXe siècle.
parce qu'en fait, les croisements étaient tellement faciles et la prolificité des truies tellement importante ben, qu'on pouvait créer 3 races dans l'année, pratiquement. Donc, moi, j'ai constaté dans cette association qu'en fait, le bien-être animal, ben oui, on parlait d'un port plein air. Enfin, quand on sait que le port plein air en France, c'est 110 jours en bâtiment et 70 jours en extérieur, pour moi, c'est plutôt un port-bâtiment qui peut sortir de temps en temps. Quand on fait la promotion du port sur paille en disant que c'est un très bon système d'élevage, moi je dis toujours que quand on parle de quelqu'un en disant qu'il est sur la paille, ça veut dire que sa situation n'est pas enviable. Et le port, sa situation n'était pas enviable sur la paille, pas plus que le port plein air. Alors après, ce que j'ai constaté aussi, c'est que dans cette association, il n'était pas question de remettre en cause la durée d'élevage des animaux, parce que dans le porc, c'est un animal qui a une telle croissance qu'arrivé à l'âge de 6 mois, on a intérêt à l'abattre. On a intérêt. Des raisonnements qui doivent faire mal aux oreilles de ceux qui vont m'écouter. On a intérêt parce que c'est le moment où la courbe de croissance de l'animal commence à, comment dire, à baisser sérieusement par rapport à une courbe de l'alimentation qui continue à monter. Donc, sur le plan économique, c'est pas très bon. Donc, en France, aujourd'hui, les porcs sont abattus entre 155 jours pour les plus tôt et pour tous les labels, 182 jours, qui correspond à 6 mois. Voilà. Alors moi, j'étais très choqué parce qu'en Espagne, j'avais pu discuter avec des éleveurs qui me disaient, mais nous, c'est 12 mois minimum et assez régulièrement, on monte à 14 mois, on peut aller jusqu'à 18 mois. Moi, je m'étais dit, c'est quand même plus intéressant pour la vie d'un animal de vivre 2 fois plus, voire 3 fois plus longtemps si on pense à lui. Pourquoi? Uniquement cette relation économique. Est-ce qu'il y a une incidence? Bien sûr qu'il y en a une sur la vie de l'animal, sur la qualité de vie de l'animal. Mais est-ce qu'il y a une incidence sur la qualité du produit? Et là, elle est énorme. Et là, quand on rencontre après donc des bouchers, des cuisiniers, on se rend compte qu'en fait, ils reconnaissent que la viande de porc, c'est complètement nul. Mais c'est tellement intéressant sur le plan économique et pour le consommateur, finalement, effectivement, assez économique, qu'à défaut qu'il se régale, au moins c'est pas cher. Donc, j'ai pris la vice-présidence de l'association. J'ai imposé ma vision en disant, voilà, si vous voulez que je prenne la responsabilité dans l'association de l'élevage, eh bien, les porcs seront jamais abattus en dessous de 12 mois. C'est interdit, ce sera interdit. C'est une convention qui sera jamais négociable. Et ils devront vivre en plein air intégral toute l'année, même s'il y a de la neige, parce que chez moi, je suis à 600 mètres d'altitude, et j'ai vécu des moments où bon, il y avait de la neige, et où il fallait aller s'occuper des cochons dans la neige. Mais ça leur pose aucun problème aux cochons, et nous, si on s'habille correctement, si on déneige le chemin, ça ne nous pose pas de problème non plus. Ils ont une petite cabane où ils se mettent à l'abri, et moi, je les ai vus faire des glissades dans la neige, dans les pentes, où on aurait cru que c'était des luges, et, et ils devaient beaucoup s'amuser. Donc voilà, j'ai imposé donc dans l'association 2 choses, la durée de vie minimum et le plein air intégral, avec comment dire des surfaces minimum aussi. Et là, je me suis inspiré donc de lectures donc qui remontent en général entre les années 1820 et 1880, où on a quand même assez d'informations et où on estimait globalement qu'il faudrait mettre 3 porcs à l'hectare si on voulait qu'ils puissent se nourrir presque exclusivement de ce qu'ils ont sur le terrain. Mais 3 porcs à l'hectare, c'est vrai que c'était un peu difficile à cause de nos conditions des surfaces agricoles en France où c'est tellement morcelé que bah, moi j'ai fait des expériences donc ici et j'ai dit on va imposer 10 porcs à l'hectare maximum. Donc c'est évidemment un peu plus, mais 10 porcs à l'hectare, ça leur laisse quand même de l'espace. Et on s'aperçoit que, enfin moi c'était mon expérience, que les terrains restaient toujours végétalisés. C'est-à-dire qu'ils avaient toujours de l'herbe. Comme l'herbe est un facteur très important dans la qualité, non seulement nutritionnelle, mais sur la qualité des gras, par exemple, de la viande. Donc j'ai dit, voilà, on imposera 10 porcs à l'hectare maximum. Il faut savoir que le label rouge, c'est 120 porcs à l'hectare et qu'ils y ont droit que 40% du temps. Quand on prend des labels comme le noir de Bigorre,
c'est 20 porcs à l'hectare, mais que pendant 6 mois. C'est 6 mois en bâtiment, 6 mois dehors. Et pour nous, élever 10 porcs à l'hectare, c'est exigeant, mais il y a tellement de surfaces qui sont inutilisées. On a 16 millions d'hectares de forêt en France. Et quand on met que 10 porcs à l'hectare, et même l'ONF en est bien d'accord, non seulement ça abîme pas les forêts, mais au contraire, elles en profitent pour lutter contre les risques d'incendie, pour améliorer même la croissance des arbres. Le fait qu'il y ait une dizaine de porcs à l'hectare, c'est profitable pour la forêt. Avec 16 millions d'hectares, avec 10 porcs, ça voudrait dire qu'on pourrait faire 160 millions de porcs. Mais c'est énorme. On en produit en France, puisque le mot production va bien à l'industriel, on produit 22 millions de porcs. Donc on pourrait très bien ne prendre qu'une partie des forêts et les mettre tous dans les forêts. Et ça pourrait aller. Alors maintenant, j'aimerais bien que vous détailliez un petit peu pour nous les différentes races de porcs. Au niveau des races donc de porcs, moi j'ai essayé ici toutes les races qu'on peut trouver sur le territoire, enfin, qu'on peut trouver quand même assez facilement. J'ai essayé des races rustiques, donc une race qui s'appelle le porc gascon par exemple. Il y a une race qui venait de Mongolie, donc là on remonte au XVIIIe siècle, hein, qui s'appelle le Mongolitsa, qui est devenu en français le Mangalica. C'est ce qu'on appelle le porc laineux aussi. C'est un porc qui a un poil un peu laineux, un peu comme un mouton. Alors j'ai essayé cette race, j'ai essayé de faire un porc qui est d'origine donc canadienne, s'appelle le Duroc. Et puis j'ai essayé les races anglaises comme le Large White. Il y avait deux grands pôles, on pourrait dire en Europe, des races. Il y avait ce qu'on appelle les races napolitaines, qui ont servi aussi à faire les races ibériques. Alors napolitain ne veut pas dire que c'était Naples, c'était pour symboliser l'Italie. Il reste là-bas pas mal de races intéressantes, comme le noir de Nebrodi, comme le Romagnolo, comme le Santacenese, ce sont des races italiennes. Et puis il y avait les races ibériques, donc port ibérique, où il y a plusieurs races qui composent ce qu'on appelle le Pata Negra. Plusieurs races portent le nom Pata Negra. Et puis il y a ces grandes races anglaises, donc les Large Black, les Berkshire, les Tamworth, les Saddleback, toutes ces races qu'on peut trouver en Angleterre qui étaient vraiment des races spécialisées. Et en France, nous, en fait, on n'a fait que des croisements. Alors moi, après avoir fait tous les essais, dans la ferme donc, de mes enfants, on élève aujourd'hui, et volontairement, une race qui est une race qui est très décriée, qui est le Large White, parce que c'est une race hyper productive. Oui, mais c'est une race magnifique. Ces animaux ont le droit de vivre. C'est pas de leur faute s'ils ont été sélectionnés. Mes enfants, ils les adorent. Ils se comportent très bien. Alors, ils sont roses, évidemment, ils sont pas noirs. Pourtant, on a eu du porc noir. Les gens pensent qu'il n'y a que le porc noir qui est une belle race. On peut peut-être considérer autre chose que le fait qu'ils sont le symbole d'un élevage intensif. Nous, on les élève en élevage extensif, dans les bois et dans quelques morceaux de lande, et ils y passent l'année. C'est d'ailleurs rigolo parce qu'ils deviennent poilus. Dans l'association Diversité Porcine, c'était au départ le point de vue du fondateur Antoine Marziot qui était de recréer une race. Et moi, je leur ai fait comprendre donc que recréer une race voulait rien dire si on ne disait pas à quel milieu elle était destinée. Si c'était pour faire des cochons en bâtiment, de 6 mois, c'est pas la même chose que si on veut faire du cochon qui va être élevé dans les bois pendant 12 ou 18 mois. Parce que, voilà, c'est pas le même gabarit. Et surtout, si c'est pour faire du porc de 6 mois, c'est pas la peine de recréer des races. Il y en a plein. Donc moi j'ai dit je veux bien qu'on s'occupe de recréer une race, mais uniquement donc destinée à un mode d'élevage donc beaucoup plus vertueux, hein, cet élevage qu'on appelle la pleine nature. Et pourquoi recréer une race? C'est parce qu'en fait les salaisons, les salaisonniers français qui sont en forte concurrence avec les Italiens et surtout avec les Espagnols, n'ont aujourd'hui aucun porc qui leur convient. C'est-à-dire soit on leur vend du porc industriel, c'est-à-dire des animaux qui ont 6 mois maximum. Donc, ça va faire une qualité de viande qui permettra pas de faire du jambon de qualité. Il faut comprendre que ce qui permet de faire sécher le jambon, c'est le taux de persillage de gras qui est à l'intérieur du muscle. Et le persillage ne peut pas commencer pendant la croissance. Il peut commencer qu'après. Comme la phase de croissance principale, elle s'achève à 8 mois, il n'y a qu'à partir de 8 mois qu'on pourra commencer à faire du persillage. Et donc, les pauvres salaisonniers français qui ont du porc de 6 mois qu'on leur propose, ils n'arrivent pas à avoir une matière pour faire des bons jambons. Et eux, quand on leur parle donc des races existantes,
On pourrait emmener à 12 ou 18 mois ce que font mes enfants. Mais ça fait des jambons énormes. Et ils disent, ils coûteront beaucoup trop cher. Les gens ne pourront pas acheter des jambons qui pèsent 22 kilos. Donc, est-ce que vous pourriez avoir une petite race qu'on puisse élever jusqu'à 12 mois? On dit, ben oui, mais il n'y en a pas. On va travailler, on va essayer de créer en 2024 donc, notre ferme pour recréer une race. Et en fait, on va faire comme faisaient les Français au XVIIIe siècle. Mais ils prenaient des porcs d'ici et puis une race ailleurs. Donc nous, on a choisi donc, de travailler sur les races irlandaises, écossaises et anglaises. Et là, ils ont gardé, eux, des vraies diversités. Et ils ont des vrais arbres généalogiques. Et pour eux, comment dire, c'est un sujet important, leur race. Mais ils sont d'accord pour qu'on partage. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ce point. Vous avez dit que le porc était bon, je suppose dans une certaine mesure pour la forêt. Est-ce que la forêt est donc le lieu de vie naturel du porc? Le territoire du porc, c'est la forêt. C'est comme le territoire du sanglier, c'est la forêt. C'est là-dedans qu'il est le mieux, parce qu'il sait se protéger du froid, mais c'est quand même pas un mouton, il n'a pas cette belle laine. Et lui, les arbres, par exemple, quand il y a le plein soleil, ça le protège. Et quand il fait froid, il sait très bien aller se mettre sous des buis, sous des ronciers pour se protéger s'il n'a pas un terrier ou si on ne lui donne pas une cabane. Mais son territoire, c'est les bois. En sachant que certains arbres en plus, comme le chêne ou le châtaignier, ont des propriétés antiparasitaires naturelles dans les feuilles, puis ce sont des plantes, ce qu'on appelle anthelminthiques, c'est-à-dire qui contiennent des antiparasites. Donc le seul fait de pouvoir manger des feuilles de chêne ou des feuilles de châtaignier fait que le porc, naturellement, se déparasitera. Alors, histoire d'avoir une idée un petit peu plus concrète des choses, Monsieur Arcan, quels sont les effectifs de votre élevage familial? Notre élevage, c'est un peu moins de 1000 brebis et puis 15 truies. Avec 15 truies, ils font 60% du chiffre d'affaires, alors qu'il y a 1000 brebis en face. Une brebis, elle fait un agneau, voire deux agneaux, et son cycle, c'est plutôt de faire ça une fois par an. La truie, elle a des chaleurs tous les 21 jours. Et son cycle va durer 3 mois, 3 semaines, 3 jours, le cycle de gestation. 115 jours, quoi, en gros, entre 115 et 120 jours. Et donc, dès qu'elle aura mis bas, va se redéclencher un cycle de 21 jours. 21 jours après la mise bas, elle sera en chaleur. Dans les élevages industriels, 21 jours après, on insémine. C'est horrible. La pauvre, elle n'a pas tellement eu le temps de se reposer. Nous, dans la charte, on impose minimum 42 jours, donc un deuxième cycle. On recommande 63 jours, 3 cycles. Après, il ne faut pas aller au-delà parce qu'en fait, la truie elle-même, elle a envie de continuer ce cycle. Parce que c'est un cycle naturel chez elle. En fait, on va lui imposer quand même une période de repos de 2 à 3 mois, uniquement parce que nous, on sait que c'est quand même meilleur pour sa santé. Mais si on la laissait faire avec le Vera, avec son mâle, elle reprendrait 21 jours après la mise bas. Donc voilà, les porcelets vont rester après avec la truie. Encore une fois, dans notre charte, ils vont rester 45 jours avec la truie, donc pendant l'époque où ils vont être allaités. Et après, on les met dans un petit parc pour les surveiller un peu, donc entre le 45e et le 60e jour. Donc là, ils sont dans un parc de plein air où donc on va vérifier que tout se passe bien. Ils vont s'habituer à être dehors. Ils vont s'habituer surtout à ne plus avoir la maman à côté. Et à partir donc du 60e jour, on va les mettre dans des parcs, donc dans des parcs d'élevage avec une surface moyenne qui est entre 3 hectares et 4 hectares. On s'aperçoit que pour les cochons, avoir cette surface donc de 30 à 40 000 mètres carrés avec des bois et des prés, c'est une surface qui leur va très bien. Parce que au-delà, nous ici sur ma ferme, on a un parc qui fait 6 hectares, il est trop grand. On s'aperçoit qu'en fait, à part au moment où il y a la glandée, donc la chute des glands, où on les verra même plus, parce qu'ils vont faire le tour de tout pour trouver le dernier gland. Autrement, ils ne parcourent pas tout le parc parce qu'il est un peu trop grand pour eux. Le porcelet, comme il est petit et quand il a accès au plein air, on s'aperçoit qu'en fait, il court très très vite. Ils ont des jeux, des séances de jeux comme les agneaux, et ce sont les couratiers. Et donc après, ils partent dans leur parc d'élevage où ils vont rester donc jusqu'à l'âge de 12 mois, 13, 14, 15. Après, ça va dépendre de la race qu'a choisi l'éleveur. Et puis, bon, du moment, voilà,
où il aura le marché pour le vendre. Donc voilà leur cycle de vie. Donc ils vivent par groupe d'environ, on pourrait dire, 10 à 20 porcs. On essaie de pas trop les mélanger. Si des cochons d'un parc se mélangent avec des cochons d'un autre parc, il peut y avoir des bagarres. Bon, alors qu'en fait, ils ont les mêmes mères, ils sont tout pareil. Oui, mais ils ont chacun leur quartier, comme on pourrait dire. On entend tout un tas de choses sur les animaux d'élevage et c'est sûr que quand on les côtoie pas, il est souvent difficile de démêler le faux du vrai. J'aimerais bien que vous nous détailliez un petit peu la spécificité du cochon en tant qu'animal d'élevage et quelles différences vous établissez avec la brebis et la vache. Et là, je pense en particulier vis-à-vis du comportement que vont avoir ces animaux avec les humains. La vache, ce qu'il y a de particulier, moi j'ai eu des bovins, euh, c'est particulier parce que on arrive à créer un lien avec une vache, surtout quand c'est des animaux qui sont il y a un lien évident. Mais quand ce sont des animaux qui sont au pâturage, les parcs sont parfois très grands. Euh, nous dans les brebis, les parcs font facilement 5, 8, 10 hectares. Les animaux, on les voit pas tout le temps. Même si on va les voir tous les jours, ils sont parfois un peu éloignés. La brebis, c'est un animal qui est toujours un peu craintif. Dans les cochons, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, le cochon, il a une vie sociale assez forte avec l'être humain. Il aime bien la présence de l'être humain. Mon fils va donc les voir tous les jours. Quand ils entendent mon fils arriver, ben, ils viennent tous voir. Bon, d'abord parce qu'il va amener à manger, donc ça c'est toujours plaisant. Et il y a une relation où ils viennent se frotter assez facilement. Et un truc habituel qu'on fait, les gens pensent qu'on est des magiciens ou qu'on est des dresseurs. On le gratte un tout petit peu derrière l'épaule et là il se couche. Il veut qu'on continue à le gratter. Alors on n'est pas des dresseurs, c'est que simplement le cochon, il n'a pas peur, il aime bien qu'on le gratte, et du coup il reste à côté, il nous regarde avec des yeux euh, pleins de tendresse. Donc il y a une relation sympathique. Alors quand on parle d'élevage, il y a forcément une question qu'il faut aussi aborder, c'est l'abattage. Comment est-ce que vous abordez la question de la mort des animaux? C'est la première étape que doit passer l'éleveur avant de se lancer là-dedans. Aujourd'hui, il y a un tel tabou de la mort qu'en fait, même nous, on peut pas. Alors moi, j'en parle souvent avec mes enfants, ma femme, avec les amis. Je parle de ma mort. Il faut se libérer. Ce qui compte, c'est que sur Terre, pendant la phase de vie, la chance qu'on a eu la chance d'avoir, ben, on a essayé de s'accomplir, de faire du bien autour de soi, d'en faire de mal ou le minimum, et il faut accepter cette mort. Et dans l'élevage, il faut l'accepter. Si vous abattez un animal à la ferme, si vous tuez à la ferme, dans la minute qui précède, il ne sait pas que vous avez tué. Il a, il a aucun malheur. Le problème, c'est l'abattoir. Ce qui compte surtout, c'est de d'essayer de supprimer déjà le stress. Puisque, par contre, le moment de la mort, l'animal ne sait pas qu'il va mourir. Mais par contre, il sait le stress parce qu'on l'a mis dans un endroit où il y avait des tas de bruits qu'il ne connaissait pas, où il pouvait entendre des cris d'animaux. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de démarches pour que les abattoirs puissent se faire dans les fermes. Peut-être que dans l'avenir, on pourra avoir pour des fermes d'une certaine taille. Donc mes enfants, c'est donc 880 brebis ou 900 brebis, et puis 16 truies et donc 200 porcs à peu près élevés par an. Avec cette taille, ils pourraient financer un abattoir à la ferme si le prix était conforme à ce qui était estimé comme prix il y a 4 ans que j'avais regardé les études. Et à cette époque-là, c'était 200 000 euros. Aujourd'hui, c'est 450 000. Alors, quand on demande pourquoi, on dit mais c'est toutes les normes qu'on nous a imposées. Donc, je pense que dans l'avenir, ça se fera. Et, mais je crois que c'est ce qu'il faut seulement se souvenir, c'est que l'animal n'ayant pas conscience que la mort va arriver, ce qui est le plus dur, c'est le stress. Et qu'autrement, on sait très bien aujourd'hui faire mourir un animal, mais dans le plus grand calme. Et donc, c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a cette piste qui existe. Et maintenant, c'est d'une certaine manière complémentaire avec ce qu'on vient de dire. C'est la question de la santé animale. Comment est-ce que votre modèle d'élevage participe à préserver la santé des animaux? Il y a deux façons de considérer qu'un animal est sain. Soit il est sain parce qu'on a éliminé toutes les maladies au fur et à mesure qu'elles apparaissaient. Ça, c'est l'élevage industriel.
ou bien elle est saine, comme dans notre mode d'élevage, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu d'apparition de maladie. Donc je pense que nous déjà, on n'a pas ce problème donc de résidus potentiels de traitement. La deuxième chose, ben alors là, c'est une conviction éthique. Est-ce que l'animal, qui toute sa vie a été stressé, parce que la vie en bâtiment, tout le temps, avec le bruit, la ventilation, la lumière, euh, l'odeur permanente, parce que il y a une odeur qui est pestilentielle dans tous ces élevages, que ce soit de la volaille ou du porc. Le stress, est-ce que cette vie stressée tout le temps, est-ce que la viande, elle est différente? Je sais pas. Moi, personnellement, je ne peux pas manger de viande de porc, de volaille ou de trucs comme ça, d'élevage industriel. Je peux pas. Euh, je la digérerai, hein, sûrement, mais je pense qu'elle n'est pas bonne à ma santé. Parce que c'est un animal qui a été malheureux toute sa vie, qui a été stressé. Un animal heureux, ah, peut-être que c'est meilleur pour nous. Bon, voilà. Après, au niveau des qualités générales de la viande, le porc élevé 6 mois, c'est une viande qui est très maigre. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, elle est très maigre. Bon, par contre, la qualité des gras, au niveau de la composition, des répartitions des oméga, des 3, des 6, des 9, etc. L'animal qui a été élevé en pleine nature et qui a eu accès à l'herbe tout le temps a un gras qui est bien meilleur à la santé, beaucoup plus digeste justement au niveau des oméga. Il contient plus, notamment par exemple, l'acide oléique, il est plus riche que dans ces porcs industriels. Donc, ce serait un peu meilleur. Maintenant, pour moi, la meilleure façon d'en parler, c'est de dire quand on mange raisonnablement de toutes les viandes, mais on n'a aucun problème de santé. C'est voilà, simplement, il faut être raisonnable, pas en manger tous les jours. Ça limiterait sans doute les élevages et l'impact sur la planète. Monsieur Arcan, ça sera ma dernière question pour conclure, et pas forcément la plus facile d'ailleurs. J'aimerais avoir votre opinion sur le futur du métier d'éleveur. Quelle perspective est-ce qu'il y a pour des futures générations qui voudraient s'installer comme vous l'avez fait en tant qu'éleveur en France aujourd'hui ou demain? Il y a un vrai avenir dans l'agriculture pour toutes les filières innovantes. Il faut considérer le travail de l'éleveur comme quelque chose de très noble. C'est des gens à qui on va demander de travailler en général 55 à 60 heures par semaine. Ils n'auront pas 5 semaines de congé. Quand ils seront malades, ils toucheront l'équivalent de 700 euros par mois de la MSA pour payer le personnel de remplacement. Comment on fait pour payer quelqu'un avec 700 euros par mois? Il faut se dire qu'un paysan, il doit gagner sa vie honorablement parce que c'est un métier. D'accord, il a un vrai plaisir à le faire. Enfin, est-ce que c'est pour autant parce qu'il a du plaisir qu'on doit le sous-payer? Non. Donc il faut accepter le prix de certains produits parce qu'ils permettent de rémunérer les éleveurs. Il y a des tas de gens qui ont envie de faire des choses bien et qui ne demandent pas de gagner 5 000 euros par mois. Ils disent simplement, ouais, est-ce qu'on peut en vivre et, et vivre cette vie de passion? Merci beaucoup, Monsieur Arcan. Et merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour de nouveaux podcasts inspirants sur cette chaîne du courant pour une écologie humaine. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et abonnez-vous également à notre newsletter mensuelle. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux ou à national@écologiehumaine.eu.